Oh non, je crois que j'ai mes règles. Hé Gertrude, comment ça... Ouh, c'est quoi cette tête? Qu'est-ce qui se passe? J'ai des crampes au ventre. C'est horrible. J'en peux plus. J'en ai marre d'être une fille. Mais non, dis pas ça. Je crois que j'ai ce qu'il te faut. T'as déjà entendu parler du paracétamol? Non, c'est quoi? Un antidouleur et un antifièvre. C'est le principe actif de nombreux médicaments comme le dafalgan, l'efferalgan, le doliprane, etc. Tu verras, une fois que t'auras avalé ça, tout ira mieux. Ne bouge pas, je vais t'en chercher. Ça fait longtemps que les antidouleurs existent. À l'Antiquité déjà, les Égyptiens utilisaient des décoctions de feuilles de saule pour combattre la fièvre et les douleurs. Les antipyrétiques utilisés à cette époque-là étaient soit des composés naturels d'écorce de cinchona, soit du salicylate contenu dans l'écorce de saule. Et oui, le paracétamol à proprement parler, lui, est apparu un peu plus tard. C'est en 1878 que Harmon Morse synthétisa pour la première fois cette molécule par erreur en mélangeant du P-nitrophénol, une certaine molécule, avec de l'étain et de l'acide acétique. Le premier usage médical de cette molécule est survenu en 1894 quand deux chercheurs allemands, Hinsberg et Treupel, ont démontré qu'elle était aussi efficace contre la fièvre que l'antipérine et la phénacétine, deux médicaments utilisés à l'époque. Malheureusement, le paracétamol est ensuite tombé dans l'oubli. Il faudra attendre jusqu'en 1949 pour qu'il soit redécouvert par deux médecins anglais, Smith et Williams du St. Mary's Hospital à Londres, qui ont pris intérêt dans son usage anti-fièvre et ont démontré son efficacité antidouleur. Pendant les 10 années suivantes, l'efficacité antidouleur du paracétamol a été confirmée par de nombreux modèles cliniques, comme aussi efficace que l'aspirine, et son utilisation s'est répandue dans le monde entier. Cependant, dans le début des années 80, il y a eu beaucoup de suspicions sur le rapport entre l'usage d'aspirine, le principal concurrent du paracétamol, et le syndrome de Rey chez les jeunes enfants. Après l'introduction d'étiquettes d'avertissement sur les emballages aux États-Unis en 1985, il y a eu un déclin de l'usage d'aspirine. Le paracétamol est alors rapidement devenu l'antidouleur et anti-fièvre de choix dans cette classe d'âge, et son utilisation a encore plus augmenté. Comment ça va, mon petit? Merci la petite voix. Mais le paracétamol et l'aspirine sont loin d'être les seuls médicaments antidouleurs. Il y en a plein d'autres. Et dis-moi Adri, tu peux m'expliquer comment ça marche? Attends, je suis un peu occupé là. Eh bien, il y a 3 sortes de médicaments antidouleurs pour 3 différents niveaux de douleur. Le paracétamol et l'aspirine, comme les corticoïdes, un dérivé de la cortisone, qui est l'hormone du stress, appartiennent au premier niveau, qui correspond à une douleur faible. Les douleurs plus sévères et insuffisamment traitées par les médicaments de niveau 1 sont traitées par les médicaments de niveau 2, tels que la codéine ou le tramadol. Ils se distinguent du niveau 1 car ce sont des dérivés faibles de l'opium. Le troisième niveau contient également des opiacés. Ils ont le même mode d'action que les médicaments de niveau 2, mais sont plus puissants.
C'est dans une pharmacie qu'on trouve ce genre de médicaments. Certains médicaments peuvent être achetés librement, c'est-à-dire sans ordonnance, comme le paracétamol ou l'aspirine. D'autres, par contre, comme la codéine, ne peuvent être obtenus qu'avec l'ordonnance d'un médecin. Par exemple, quand Micheline a une douleur sévère, son médecin lui donnera une ordonnance, de préférence écrite de manière illisible, où il y aura écrit dessus combien de fois par jour elle devra prendre sans médicament. Mais Adri, tu peux me dire en fait pourquoi Micheline elle a mal? Très bonne question, Sacha. En fait, ton corps est composé de milliards de petites cellules, entre lesquelles il y a les terminaisons de récepteurs appelés nerfs. Lorsque des cellules de ton corps sentent qu'il y a un problème, elles libèrent une substance qui va alors se fixer sur les terminaisons nerveuses. Celle-ci envoie alors un signal au cerveau pour lui signaler qu'il y a un problème. Si ce problème persiste, les cellules vont alors libérer une nouvelle substance, l'acide arachidonique. Au contact d'une enzyme, une molécule qui facilite les réactions chimiques, l'acide arachidonique va alors se transformer en prostaglandine. Ces prostaglandines vont alors se mettre sur les terminaisons nerveuses pour les rendre plus sensibles. Et là, ça commence à faire mal. Alors, le phénomène de la douleur, en fait, on a deux types de douleurs. On a une douleur périphérique puis une douleur centrale. Donc, par exemple, si on vous pince, automatiquement, on a des récepteurs à la douleur qui sont dans la peau. Ces récepteurs vont ensuite transmettre l'information via le nerf à la colonne vertébrale, à l'endroit où s'insère le nerf. Et puis ensuite, va monter dans la zone du cerveau, dans une partie justement qui est réservée à la douleur. Le paracétamol est en vente libre dans toutes les pharmacies en Suisse. Il suffit de demander à une pharmacienne qui ensuite nous donnera une boîte de paracétamol. Dans ce cas, le paracétamol est en forme de comprimé. C'est une poudre blanche qui est soluble dans l'eau. Mais dis-moi Adri, tu peux montrer à quoi ça ressemble à une échelle beaucoup plus petite? Eh bien, le paracétamol est composé de deux groupes et d'un cycle. Premièrement, d'un cycle benzénique, qui est un composant organique appartenant à la famille des hydrocarbures, utilisé comme additif à l'essence. Le benzène est composé de 6 atomes de carbone formant une boucle, entourée de 6 hydrogènes. Ensuite, s'ajoute à ce cycle un groupe hydroxyle, c'est-à-dire un oxygène et un hydrogène. Et pour finir, un groupe amide, qui est aussi un composé organique, s'ajoute au reste, en position para, c'est-à-dire en face du groupe hydroxyle. C'est pour ça qu'on parle de paracétamol. Premièrement, un atome d'hydrogène venant de la molécule de 4-aminophénol va venir arracher un hydrogène et un oxygène à la molécule d'acide acétique, CH3COOH, formant ainsi une molécule d'eau H2O. Le reste forme de l'acétyle, CH3CO, qui va se combiner avec ce qu'il reste du 4-aminophénol pour former le paracétamol, C8H9NO2. En laboratoire, la synthèse est un petit peu différente, peut-être même plus facile. Et Adri, la synthèse est même tellement simple que je peux te la faire sous les yeux. Pour préparer du paracétamol, il nous faut 4,7 g d'anhydrine acétique, 4 g de 4-aminophénol et 40 ml d'eau distillée. Tout d'abord, je verse les 40 ml d'eau distillée dans un Erlenmeyer. Ensuite, il faut verser les 4 g de 4-aminophénol dans cet Erlenmeyer. Ensuite, brasser. Ensuite,
il faut rajouter l'anhydride acétique dans le mélange et le secouer pendant 2 minutes jusqu'à ce qu'on obtienne un précipité. Après avoir attendu 10 minutes, il faut verser le mélange dans un filtre à vide pour filtrer le précipité. Et maintenant, commence la phase de purification. Tout d'abord, il faut verser le paracétamol dans 20 ml d'eau distillée et le faire chauffer jusqu'à ce qu'on atteigne 80 degrés. Si le paracétamol ne s'est pas complètement dissous, il faut rajouter un peu d'eau distillée. Et maintenant, il faut attendre jusqu'à ce que le mélange refroidisse à une température ambiante. Pendant que le mélange se refroidit, grattez sur les côtés de l'Erlenmeyer, à la limite entre l'air et l'eau, pour faciliter la cristallisation. Une fois que le mélange a atteint la température ambiante, il faut le verser dans un filtre à vide pour filtrer le paracétamol qui s'est cristallisé. Une fois le paracétamol filtré, il faut le rincer avec de l'eau froide. Et pour finir, on le met à sécher au four pendant 15 minutes, à environ 55 degrés. Et voilà comment on fait du paracétamol. Tu vois, c'est même plus simple que d'aller en chercher en pharmacie. Mais en fait, Adri, comment ça marche? En fait, tout d'abord, lorsque tu avales le comprimé de paracétamol, il descend dans ton œsophage pour arriver dans l'estomac. Là-dedans, il se décompose en tout petits morceaux grâce à l'acide gastrique sécrété par la vésicule biliaire et passe ensuite dans le petit intestin. Depuis là, il est absorbé à travers la paroi pour aller dans une grosse veine qui l'amène directement dans le foie. Depuis là, il passe dans le sang et finit par arriver dans les cellules d'où venait la douleur. Vous vous souvenez des prostaglandines? Eh bien, une fois arrivé dans ces cellules, le paracétamol va empêcher le contact entre l'enzyme et l'acide arachidonique. Du coup, la cellule ne produit plus de prostaglandines et les terminaisons nerveuses ne sont plus excitées. Et si les terminaisons nerveuses ne sont plus excitées, il n'y a plus de douleur. La dose toxique du paracétamol est variable selon les individus. Il y a des individus qui peuvent recevoir une dose normale ou en deçà et puis qui peuvent en souffrir. Cependant, le paracétamol peut être toxique pour le foie même à 4 grammes environ par 24 heures, soit des doses thérapeutiques. Le paracétamol peut entraîner des éruptions cutanées, des éruptions urticariennes, probablement d'origine allergique, des thrombopénies,
induire de l'asthme, etc. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut avertir les parents. Je viens de sortir cette notice de la boîte de paracétamol et on me dit que le paracétamol MEFA 500 ne doit pas être utilisé dans les situations suivantes. Premièrement, en cas d'affection grave du foie ou des reins. Deuxièmement, en cas de troubles hépatiques héréditaires. Ou troisièmement, en cas de consommation excessive d'alcool. Ça m'a l'air toxique pour le foie tout ça. Adri, tu peux m'expliquer s'il te plaît? Oui, ça, c'est une chose qui peut arriver. En fait, une fois que le paracétamol est arrivé dans le foie, c'est plus compliqué que cela n'y paraît. En fait, ce sont plusieurs enzymes qui viendront transformer cette molécule en plusieurs nouvelles molécules, telles que le NAPQI ou le P-aminophénol. Le problème avec le NAPQI, c'est que c'est une molécule hautement réactive et toxique pour le corps. C'est pourquoi le corps utilise une autre molécule appelée glutathion pour transformer ce NAPQI en plusieurs autres molécules totalement inoffensives. Ces molécules sont alors éliminées normalement par les urines ou par les selles. Par contre, si tu prends trop de paracétamol, il y a trop de NAPQI et le glutathion n'arrive pas à tout transformer. Le NAPQI va alors rentrer dans les cellules du foie et se coller à tout ce qu'il y a dedans. Les cellules n'arriveront donc plus à fonctionner normalement et finissent par mourir. Le foie subit alors ce qu'on appelle une défaillance aiguë du foie, ce qui peut même mener jusqu'à la mort. Mais en fait, c'est assez dangereux. Pourquoi on en prendrait si on peut en mourir? Oui, mais tout est une question de dosage, tu sais. Il faut bien un médicament qui soulage les douleurs bénignes. Cette discussion mérite d'être approfondie. Bouge pas, j'arrive. Je suis pour le maintien du paracétamol en vente libre. Je pense que, alors effectivement, vous me parlez de toxicité. C'est vrai qu'il y a des dangers. Mais d'un autre côté, il y a quand même beaucoup d'avantages à ce qu'on puisse trouver en pharmacie une automédication quand même relativement sûre, en tout cas lors d'une utilisation raisonnable, qui soulage de manière efficace des douleurs, en tout cas les douleurs pas trop importantes. Le paracétamol est un analgésique faible, mais déjà qui soulage extrêmement bien toute une série de douleurs, les états fébriles et tout. Donc c'est très bien que le paracétamol soit en vente libre, mais il n'y a rien qui est tout à fait sans danger. Et puis effectivement, il y a quelques dangers d'avoir ce paracétamol disponible en vente libre. Salut Sacha, ça va? Ouais, toi Adri. Oui. Eh oui, c'est comme ça qu'on se dit bonjour, nous. Mais par rapport à ce qu'on disait avant, c'est vrai que le paracétamol est utile, mais ça reste quand même dangereux. Je pense qu'on devrait imposer aux gens d'avoir une ordonnance pour l'acheter, si ça peut nous tuer. De toute façon, pour en mourir, il faudrait en avaler une boîte entière, ou même plusieurs, suivant les personnes. Les seules personnes qui font cela le font intentionnellement. Ce sont celles qui veulent en finir avec la vie. Et si elles le veulent autant que ça, elles trouveront bien une autre manière de le faire sans le paracétamol, malheureusement. T'as raison, mais après, il y a bien des alternatives au paracétamol, comme les huiles essentielles ou encore la méditation. Oui, c'est vrai. Après, c'est à chacun de choisir ce qui lui convient. En effet, même si le mode d'action est le même chez tout le monde, certaines personnes tolèrent des substances moins que les autres. En parlant de mode d'action, j'ai quelque chose à t'avouer. Je n'ai pas dit toute la vérité avant. L'explication que le paracétamol bloque la douleur en bloquant l'acide arachidonique n'est qu'une théorie parmi d'autres. En fait, les spécialistes se disputent entre eux et défendent 5 ou 6 théories différentes. Celle que j'ai donnée, qui est la plus populaire, une autre,
dit que le paracétamol agit sur les neurones, bloquant les récepteurs cannabinoïdes, etc. En réalité, je pense que le paracétamol a une multitude de modes d'action intercroisés qui bloquent la douleur de différentes manières. Mais ces interactions avec le corps sont tellement complexes qu'on ne les comprend pas. Du moins, pas encore. Attends. T'es en train de me dire qu'on ne sait pas comment ça marche? Eh oui, ça reste un mystère jusqu'à ce jour. Eh ben, au moins, ça nous est utile, à défaut de ne pas savoir comment ça fonctionne. Eh bien oui, le paracétamol, ça ne sert pas qu'à faire des points au Scrabble.